Madame, monsieur, bonjour. Nathalie Delattre aime le vin et la politique. Centriste, réélue sénatrice de la Gironde fin septembre, elle est devenue vice-présidente. Madame, monsieur, bonjour. Nathalie Delattre aime le vin et la politique. Centriste, réélue sénatrice de la Gironde fin septembre. Elle est devenue vice-présidente du Sénat il y a un mois. Présidente de la commission d'enquête sur l'islamisme, viticultrice et spécialiste de la filière, Nathalie Delattre mène tous les combats en gardant un œil sur Bordeaux. Nathalie Delattre, bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique ce dimanche matin. Alors vous êtes centriste. Après 3 années passées au Sénat, vous avez été réélue sénatrice de la Gironde le 27 septembre dernier. Qu'avez-vous retenu de cette première expérience au Sénat, de ces 3 années passées au Sénat ? Bien que nous pouvions faire changer les choses par un travail assidu, continu, et que effectivement il était possible d'amender la loi, de pouvoir porter de nos territoires vers Paris des modifications. C'est un engagement sans faille à avoir et de ce fait, j'ai compris vraiment pourquoi le législateur recommandait qu'il n'y ait pas de cumul de mandats en la matière, parce que c'est vraiment du plein temps. Alors justement, 3 ans, c'est une sorte d'apprentissage pour apprendre le mécanisme, les rouages du Sénat ? Alors, il faut essayer de faire mieux qu'en 3 ans, parce que très vite, il y a des textes fondamentaux, comme le projet de loi de finances de la sécurité sociale, le projet de loi de finances, qui arrive en septembre, octobre, novembre, et qui sont déterminants dans les dossiers que l'on va conduire pour l'année à venir. Donc, les budgets, on va pouvoir récupérer des budgets sur nos filières. Et donc, il ne faut pas être simplement spectateur de ce qui se passe pendant 3 ans, mais il faut vraiment arriver à être acteur. Donc, est-ce que c'est difficile d'être le petit nouveau ou la petite nouvelle ? Est-ce qu'on arrive à se faire une place facilement ou est-ce qu'il faut pousser un peu des coudes ? Ça va dépendre aussi de la taille de son groupe. Moi, j'ai eu la chance d'arriver dans un groupe à taille humaine où nous étions une vingtaine, 25. C'est beaucoup plus difficile quand on est dans un gros groupe majoritaire, par exemple, parce qu'on a moins de temps de parole individuellement. Donc là, c'est plus compliqué. Pour un groupe à taille humaine, ça permet de pouvoir s'exprimer plus souvent et d'intervenir. Et même, vous êtes sollicité, parce que quand vous avez un élément qui a envie de travailler, généralement, on vous en donne le double. Et alors, dans votre groupe et au Sénat, est-ce que c'est un atout d'être une femme ou un inconvénient, un souci ? On dit le Sénat, est-ce que c'est compliqué d'être dans ce monde très masculin ? Alors, en fait, c'est un monde qui se féminise de plus en plus. Nous sommes près de 40% de femmes. Donc, et c'est pas vraiment, non, c'est pas dans ces termes que ça se joue. Je crois pas que ça soit une problématique d'être une femme, bien au contraire, je crois. Mais c'est plutôt la spécialisation dans des thématiques ou le fait d'avoir effectivement une expertise sur certains sujets qui fait aussi la différence. Sur ces 3 premières années, s'il devait y avoir quelques déceptions, quels seraient peut-être ces moments un peu compliqués ou ces déceptions sur le terrain que vous avez pu rencontrer ? Écoutez, moi je crois qu'on est loin d'avoir abouti notre combat sur la viticulture. C'est vrai que là je suis très frustrée de ne pas être parvenue à obtenir beaucoup plus dans le cadre du plan de relance sur notre filière viticole. Donc voilà, c'est plutôt par rapport à cette filière que je suis aujourd'hui. On va reparler de la viticulture au cours de cette émission. J'aimerais qu'on décode et qu'on comprenne quelle est votre mission au Sénat, puisque vous venez d'être réélue, je l'ai dit, fin septembre, sénatrice de la Gironde. Et dans la foulée, vous avez également été élue à la vice-présidence du Sénat. Il y a 8 vice-présidents au Sénat. Vous faites partie de ces 8 vice-présidents. Tout d'abord, quelle est la mission d'un vice-président au Sénat ?
Alors, vous le notez, il faut être élu. Donc effectivement, quand j'ai fini ma campagne électorale en Gironde, qui a été très active, parce que j'ai visité près de 350 communes individuellement sur les 535, mais le temps était très court, puisque ça s'est passé juste pendant la période de juillet, août, septembre, et bien là, il faut recommencer une nouvelle élection interne à mon groupe, où nous étions 2 candidats. Donc, effectivement, j'ai été élue vice-présidente de mon groupe, et nous constituons donc, il y a 8 vice-présidences parce que 8 groupes. La vice-présidence du Sénat, c'est s'intéresser au fonctionnement interne du Sénat. Pour ma part, j'ai en charge les ressources humaines, et donc les différents collaborateurs des sénateurs et les fonctionnaires du Sénat, donc près de 4000 agents, où je vais devoir conduire le dialogue social et essayer avec eux de progresser dans plusieurs des dossiers qui intéressent ce fonctionnement interne. Est-ce que cela veut dire que cet emploi du temps modifie votre présence sur le terrain? Est-ce que vous êtes plus parisienne désormais que girondine? Je devrais l'être un peu plus parce que j'ai aussi des présidences de séances à avoir. Ça, j'imagine que c'est émouvant de présider une séance du Sénat. Eh bien, figurez-vous que je ne l'ai pas encore fait parce que les quelques créneaux sur lesquels je devais présider ont été soit reportés, soit annulés parce que les textes ont été plus rapides que la prévision. Donc, je devrais le faire la semaine prochaine. Et de ce que m'ont dit mes collègues, il paraît que c'est effectivement très, très impressionnant. Et c'est une responsabilité parce que il faut arriver à driver l'ensemble de ces collègues qui sont en hémicycle sur les débats, à savoir leur donner effectivement un rythme et sans pas aller trop vite pour que ce moment démocratique se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a effectivement pas mal d'adrénaline à ces moments-là, m'a-t-on dit. Donc j'attends avec impatience. Est-ce que dans les couloirs du Sénat, vous avez ressenti un brin de jalousie de la part de ceux qui vous ont vu arriver? Vous êtes sénatrice depuis 3 ans, c'est peu, et vous vous retrouvez vice-présidente du Sénat. Comment c'est vécu dans votre entourage? Non, plutôt comme une fierté, en se disant qu'effectivement le travail est récompensé, et plutôt pas mal d'attentes sur le fait de dire que ça permet peut-être d'impulser une nouvelle dynamique dans ces ressources humaines, ou bien la façon de conduire les séances prochainement. Alors, vous commencez à connaître les rouages du Sénat. Est-ce que pour autant vous regrettez de ne pas connaître l'Assemblée nationale? Est-ce que vous considérez que le Sénat est dans l'ombre de l'Assemblée nationale? Alors, je ne regrette absolument pas de ne pas être députée. Je pense que c'est une assemblée, la Chambre basse, qui conviendrait beaucoup moins à mon caractère. Moi, j'aime effectivement écouter les réflexions des autres, m'approprier ces réflexions et pouvoir restituer ce que je peux en penser en toute sérénité, en toute tranquillité, en tout apaisement. Et c'est vraiment cette institution, la Chambre haute qu'est le Sénat, nous permet de travailler dans d'excellentes conditions et pas sur des coups politiques, sur des pressions, sur des invectives, mais vraiment très sereinement. Et donc, non, je n'ai absolument aucune frustration et je ne pense pas qu'on soit dans l'ombre de l'Assemblée nationale, on l'a prouvé. Je pense que les Français ont compris l'utilité du Sénat et de ce contre-pouvoir qu'il pouvait parfois représenter, alors que ce n'est pas le contre-pouvoir que l'on cherche à être, c'est un partenaire qui puisse pleinement s'exprimer. Vous parliez de l'Assemblée nationale. On va voir des images. C'était en 2007. C'était votre première campagne importante. Vous étiez candidate, justement, aux législatives à Bordeaux. Bon, ça ne s'est pas bien passé. Vous avez perdu. Mais c'était un combat important. C'était votre première campagne importante. On vous voit là sur les images. Qu'est-ce que vous retenez de ce combat? La proximité. En fait, de me dire qu'effectivement, il faut être au plus près de ses électeurs, donc moi les élus locaux en tant que sénatrice, ou au plus près de ses électeurs, donc nos concitoyens, quand on est élu ou on est candidat, c'est être le plus souvent possible effectivement sur le terrain, à la fois pour recueillir les besoins et savoir les argumenter à Paris, mais aussi parce que nous sommes une courroie de transmission, comme nous sommes des parlementaires, expliquer
les décisions qui sont prises dans ces hémicycles ou à Paris et savoir les retranscrire sur le terrain. Je crois que le plus important, c'est effectivement la proximité. Vous me posiez la question tout à l'heure de savoir si ça allait me demander beaucoup plus de temps d'être à Paris. J'étais déjà sur un rythme du mardi, mercredi, jeudi. Je ne serai guère plus à Paris que ces mardi, mercredi, jeudi, parce que il est très important que le reste du temps, je sois connectée, que je reste connectée au terrain, et ça, j'y tiens énormément. Alors l'actualité, évidemment, c'est également la crise sanitaire qui frappe notre pays, et pas seulement depuis plusieurs mois. La gestion du coronavirus, en tant que parlementaire, que pensez-vous à ce stade, et sans langue de bois, de la gestion de cette crise par le gouvernement ? Écoutez, nous avons mis en place une commission d'enquête sur le premier confinement et sur la gestion de ce premier confinement, cette crise sanitaire, qui devrait rendre ses conclusions prochainement. C'est vrai qu'il est toujours facile de critiquer, de voir, et ça c'est très dans la mentalité française, je crois que c'est un moment très compliqué à aborder. Il n'en reste pas moins que nous sommes assez choqués, et nous l'avons exprimé lors du vote sur l'état d'urgence, sur la crise sanitaire, du manque de concertation et de dialogue que peut avoir ce gouvernement avec notamment le Parlement et avec notamment le Sénat. Et on voit bien cette colère qui a emparé Olivier Véran quand l'Assemblée nationale n'a pas obéi au doigt et à l'œil de ce qu'il souhaitait. Nous sommes des parlementaires, nous sommes là pour exprimer les difficultés que ressentent les Français et l'ensemble des Français, et peut-être les empêcher de prendre certaines décisions qui sont prises de nez dans le guidon, mais essayer d'avoir cette réflexion. Je suis convaincue que nous ne pourrons plus avoir la vie que nous avions avant. Donc il faut qu'ils acceptent que nous puissions envisager avec eux cette nouvelle vie ou ces nouvelles formes de vie par rapport à cette urgence sanitaire qui peut durer encore beaucoup de temps. En tant que sénatrice, justement, votre contact, c'est également avec les élus, les maires des différentes communes. C'est votre quotidien. Vous sentez cette colère des élus de terrain qui ont l'impression de ne pas être entendus, ou pire, qui ont l'impression de ne pas comprendre le message qui arrive de Paris. Vous les comprenez ? Bien sûr, c'est mon quotidien et je le partage. Et c'est vrai qu'ils ont été extrêmement sollicités lors du premier confinement, même félicités, parce qu'ils ont été tous au rendez-vous, de prendre soin de chacun de leurs concitoyens, de s'assurer que les personnes pouvaient faire leurs courses, manger, qu'ils pouvaient survivre, les équiper en masque. Ça a été quand même, il faut se rappeler, il n'y a pas un jour où on ne parlait pas du masque pendant le confinement. Et le jour du déconfinement, on ne parle plus du port du masque obligatoire. Donc il y a eu une incohérence. Et là, effectivement, il y a des mesures qui sont moins comprises. Et c'est vrai que je comprends certains maires qui prennent un arrêté sur les commerces de proximité, non pas pour le faire appliquer, puisqu'ils avaient pour la plupart réuni leurs commerçants pour leur dire « surtout n'ouvrez pas parce que vous risquez beaucoup plus gros que nous », mais pour interpeller, pour dire « vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain, laissez-leur au moins une semaine pour s'adapter ». Et une semaine au moins pour que l'on mette en place le click and collect ou d'autres formes. Des commerçants à Bayonne notamment qui se sont réunis, qui ont manifesté, qui ont exprimé leur incompréhension, leur colère. Il y a une notion de survie derrière tous ces actes. Bien sûr. Alors c'est vrai que je goûte peu les mots d'Olivier Véran qui a trouvé ou du Premier ministre qui trouvait que ces élus étaient des élus irresponsables, qu'il trouvait responsables pour le premier confinement. Il y a simplement des alertes. Il y a simplement la volonté de trouver le meilleur compromis possible, parce qu'on le sent aujourd'hui qu'il y a des incompréhensions dans la population. Incompréhension, pourquoi ? Parce que incohérence dans les décisions ? Écoutez, on nous a dit pendant le premier confinement que l'école devait fermer parce qu'elle était accélérateur de la propagation du virus. Aujourd'hui, je pense que c'est une sage décision, l'école est ouverte et c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai que les gens s'interrogent. Pourquoi, effectivement, on ne leur a pas expliqué pourquoi ça avait changé entre le premier confinement et le deuxième confinement. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi
Si pour l'école, ça ne pose pas de problème, pourquoi tout d'un coup ça doit poser problème pour leurs coiffeuses, pour qui arrivent à prendre les clients un par un et qui semblent... Donc selon vous, il y a des mauvaises décisions. Il faudrait que ces commerces soient ouverts aujourd'hui. Non, il y a des décisions qui ne sont pas bien expliquées et du coup, qui aujourd'hui ne font pas adhésion. Et c'est très perturbant. J'ai rencontré des gens qui me disent « Moi, je n'ai pas l'impression de vivre différemment qu'il y a 15 jours, 3 semaines, si ce n'est qu'effectivement, certains de mes commerces sont fermés. » Donc, on voit bien qu'il y a une incompréhension, c'est-à-dire que les gens, à la fois, on parle de confinement, mais pas vraiment confinés. Donc, tout ça est très compliqué à suivre. Et c'est vrai qu'on se fait traiter d'irresponsable sans vraiment comprendre pourquoi. Vous parliez de l'enseignement. On a vu qu'il y avait une marche arrière concernant notamment les lycées, où il va y avoir un enseignement qui va être demandé à la fois en présentiel et en distanciel. Là encore, 15 jours après, cette marche arrière est assez incompréhensible, ou c'était ne pas entendre les proviseurs de lycée qui expliquaient que ça allait être compliqué ? Alors, c'est surtout que moi, j'entends la revendication des professeurs, des proviseurs qui disent qu'effectivement, pour eux, c'est compliqué. On le voit, il y a déjà des lycées qui sont fermés. Moi, je comprends moins les actes de nos adolescents qui, effectivement, réclament une sécurité sanitaire. Parce que je veux bien qu'il l'ait dans l'établissement, j'aimerais qu'il l'applique de la même façon hors de l'établissement, parce que souvent on les voit hors de l'établissement sans leur masque, en n'appliquant pas les principes barrières. Donc voilà, moi je pense qu'il faut savoir raison garder, parce que, encore une fois, situation, pour être concret, qu'est-ce que l'on fait face à des ados qui ne respectent pas la sortie de l'école ? Qu'est-ce qu'on fait ? Prendre des mesures ? Le ministre a annoncé une mesure sans même prendre en compte, puisque ce matin nous étions avec la préfète au téléphone, comme tous les vendredis matins avec les parlementaires, le DAZEN ne semblait pas ici au courant véritablement de cette mesure et ne savait pas comment allait se décliner ça. Donc la décision semble devoir appartenir à chacun des lycées. Je pense qu'il ne faut pas qu'on arrive à des fractures. Des lycées qui vont arriver à surmonter la problématique, ils vont trouver et vont assurer un enseignement normal parce qu'ils vont arriver à trouver des solutions. Et puis des lycées qui vont fermer et dont on sait que des lycéens ne vont pas être suivis ou le suivi pédagogique ne se fera pas bien. Et donc on va arriver à des demi-mesures qui vont être difficiles à gérer. Autre actualité que vous suivez de près, vous avez été au Sénat la présidente de la commission d'enquête sur le développement de la radicalisation islamiste et les moyens de le combattre. C'était au printemps dernier, en début d'été. Étant donné votre niveau de connaissance et après les attentats de Conflans-Sainte-Honorine ou encore de Nice ces derniers temps, comment qualifiez-vous la situation de la France aujourd'hui ? En guerre. Je crois qu'on a 2 guerres à mener. Celle contre la Covid et celle contre la radicalisation islamiste. On doit être très vigilant. C'est-à-dire que pendant des années, nous avons été, même si Robert Badinter disait le communautarisme c'est la mort de la République, et je rajouterai la laïcité sa survie, on a été dans un déni intellectuel et politique. De dire non, c'est une crise d'adaptation, il faut s'adapter à l'islam. D'ailleurs, un déni, une lâcheté par moment ? Une lâcheté. Certainement. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je voyais un sondage de l'IFOP et de l'Institut Montaigne, 37% des musulmans pensent que la laïcité doit s'adapter à l'islam. Non, pas du tout. On a laissé effectivement ce déni sans rappeler qu'il y avait une prééminence des lois de la République. Et on s'est aperçu, et je pense que la commission d'enquête, dont j'ai le rapport avec moi ici, a forcé à ce qu'on ne soit plus dans ce déni-là. Ce déni, c'est accepter qu'effectivement, il y a un projet collectif d'une poignée d'individus, mais qui entraîne dans leur sillage d'autres individus, de faire en sorte que la charia, donc une norme religieuse, soit au-dessus des lois de la République. Et ça, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, 27% de musulmans interrogés pensent qu'effectivement, ce serait normal que la charia soit au-dessus des lois de la République. Mais ce n'est pas une grande majorité. Simplement, nous avions eu des alertes. Il y a des gens qui ont fui l'Algérie dans les années 90 à l'installation de l'islam politique et qui, il y a quelques années, nous ont avertis en disant « Oh là là, on sent qu'il y a un écosystème qui est en train de se mettre en place, des quartiers
où effectivement, il y a une volonté de certains de faire en sorte que cette norme religieuse devienne la loi du quartier ou devienne la loi d'un village ou d'une communauté. Et on l'a bien vu. Ils ont pris le pouvoir dans certaines associations. Et du coup, notre faiblesse des lois 1901 doit être revue, c'est-à-dire qu'il y a tout un arsenal législatif, mais nous ne devons plus être dans ce déni. Je crois que là, on a passé un pas, on l'a bien vu. Il y a des mesures qui sont prises. Aujourd'hui, il faut aller plus loin, effectivement, dans ce combat et dans cette guerre. C'est bien ce sujet, bien évidemment, à la fois en France et dans la région. Est-ce qu'il y a des risques de violence en Aquitaine, à Bordeaux ? Il y a des risques de violence partout. Nous ne pourrons pas échapper à des actes individuels. On a un gros problème aujourd'hui par les réseaux sociaux, qui sont le vecteur de nombreux maux. On l'a vu hier, puisque c'était la journée sur le harcèlement à l'école. Mais c'est aussi un vecteur qui propage des idées néfastes. Hugo Micheron, un universitaire, nous l'a bien dit pendant notre commission d'enquête, la toile est salafiste. C'est-à-dire qu'on retrouve aujourd'hui des milliers de documents qui appellent effectivement à cette guerre. Et c'est vrai que pour des esprits un peu faibles ou qui ont envie effectivement de se rebeller, eh bien c'est une excuse, un combat qu'ils peuvent trouver à portée de la main. Donc oui, effectivement, nous ne sommes pas à l'abri d'avoir des actes individuels qui soient menés comme à Nice ou à Conflans-Sainte-Honorine. Oui. On va parler viticulture en cette fin d'émission, mais un mot en retour sur les élections municipales. Vous étiez candidate sur la liste de Nicolas Florian à Bordeaux. Vous avez été conseillère municipale de Bordeaux, adjointe d'Alain Juppé pendant plusieurs années. Avez-vous compris cette défaite ? Écoutez, je pense que oui, avec le recul, on comprend la défaite et les erreurs qui ont pu être... Cette défaite est donc la victoire de Pierre Urmic. Qui ont pu être commises. Je crois surtout que le programme de Pierre Urmic, qu'il n'applique pas forcément, correspondait à un moment donné à une aspiration. Je veux dire que quand on va la veille soutenir les Girondins et que quelques jours après, effectivement, on n'est pas à la hauteur de ce combat, je pense que certains mensonges vont faire jour, malheureusement, mais Pierre Urmic est là pour 6 ans. Moi, j'aimerais qu'il ne soit plus dans le dogmatisme, mais bien dans le pragmatisme. On l'a vu avec la Covid. Les gens sont forcés d'être dans le télétravail. Aujourd'hui, la mesure corollaire, c'est de prendre la gratuité du stationnement. Ils devraient être contraints de prendre cette mesure parce que les voitures sont scotchées, donc moins de pollution, mais au moins assurer la gratuité du stationnement. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses. Il ne faudrait pas qu'ils mettent à feu et à sang cette ville qui a besoin d'apaisement et de pouvoir rayonner encore plus fort. Quelques minutes pour parler donc viticulture, c'est important dans notre région. Vous êtes également la coprésidente de l'Association nationale des élus de la vigne et du vin. Avant même le confinement et le coronavirus, la filière avait des difficultés, notamment de vente, d'exportation. C'est pire aujourd'hui. Où en est la filière dans la région actuellement ? Écoutez, oui, c'est pire aujourd'hui. C'est vrai que nous avions à faire face à la taxe Trump qui a arrêté et stoppé net notre export aux États-Unis, ce qui est pour la Gironde catastrophique parce que nous avons de forts débouchés dans ce pays. Et puis, concomitamment avec la Covid, nous avions déjà quelques difficultés sur le marché asiatique. Là, nous avons aussi stoppé ce marché asiatique avec un marché français qui diminue. Donc, les débouchés sont aujourd'hui dramatiques. Quels sont les exemples de terrain que vous connaissez, puisque c'est un secteur que vous connaissez extrêmement bien, quelles sont les situations que vous pouvez voir de viticulteurs en grande détresse aujourd'hui ? Écoutez, moi, la première chose que j'ai vue très rapidement, là, c'est pas la majorité, heureusement, mais j'ai vu des viticulteurs ne pas vendanger. Parce que payer une équipe pour vendanger, une machine à vendanger ou une équipe pour ramasser à la main, était déjà au-delà de leur possibilité de trésorerie. Donc aujourd'hui, nous savons que nous avons des exploitations qui vont être en très grande difficulté parce que nous n'avons même pas de solidarité nationale. C'est-à-dire que nous n'avons pas de mesure de chômage partiel. Nous ne faisons pas partie des métiers qui peuvent effectivement avoir ce chômage partiel parce que effectivement, nous avons un outil de production qui doit au quotidien
et qui réclament au quotidien des soins. Et la mesure de solidarité nationale aurait dû être pour nous l'exonération des charges patronales et des charges sociales. C'est ce que je vais défendre là au Sénat dans quelques jours, la semaine prochaine, dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est une mesure qui est passée parce que nous avons une solidarité avec certains parlementaires, certains députés sur ce dossier-là du groupe Vignes-Vins a obtenu, mais contre l'avis du gouvernement. Donc nous souhaitons, là aujourd'hui, moi je vais sensibiliser mes collègues à ce que ce vote soit conforme pour qu'ils s'opposent au gouvernement et que nous ayons cette exonération des charges sociales pour effectivement garder avec nous le plus d'exploitants possible, parce que je pense que oui, nous allons perdre des exploitants viticoles. Vous avez évoqué en début d'émission ce plan de relance vis-à-vis de la filière. Vous considérez qu'il n'est pas suffisant. Quelles seraient les mesures à prendre en urgence maintenant ? Certes, il n'est pas suffisant, 250 millions, c'est-à-dire que notre plan de relance s'est terminé à 250 millions quand l'aéronautique, et tant mieux parce que nous avons ici une filière à soutenir, lui en est à plus de 7 milliards. Donc on voit bien que l'agriculture et la viticulture, avec ces 250 millions, est loin d'être les priorités, alors que nous avons ramené à la France de l'argent. Quand nous sommes deuxième poste à l'export, c'est effectivement le soutien de l'économie française que nous avons assuré pendant pas mal de temps. Aujourd'hui, nous attendons un retour d'un soutien au quotidien à nos exploitations. À l'heure du débat sur les pesticides, la vigne, selon vous, doit-elle se faire sans chimie ? Écoutez, je pense que nous avons prouvé en Gironde que nous étions sur le bon chemin. Nicolas Hulot a reconnu que la Gironde était la première appellation à avoir fait sa révolution, en tout cas à avoir pris le virage de la transition environnementale. Et mes collègues viticulteurs ont prouvé que quand ils avaient les produits qui étaient performants pour se substituer à la chimie, ils le faisaient. Aujourd'hui, notre défi, c'est d'avoir ces produits substitutifs. C'est que nous ne pouvons pas... Donc le virage est amorcé, mais ça ne va pas assez vite, c'est ce que vous voulez dire ? Ça ne va pas assez vite, mais je pense que par contre, je suis rassurée parce que nous avons eu des programmes de recherche et l'argent qui est mis dans la recherche l'est de façon soutenue. Donc je pense que nous allons avoir de plus en plus rapidement les bons produits qui vont arriver en substitution. Mais effectivement, ça ne peut pas toujours se faire du jour au lendemain. Mais je pense que les Français doivent avoir conscience que les viticulteurs sont les premiers à passer les produits, sont les premiers à être victimes de ces produits-là, donc sont les premiers à vouloir assurer cette transition environnementale. Merci Nathalie Delattre, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de Dimanche en politique. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.